Bienvenue dans Roule avec Driver, votre émission du dimanche soir. Vous connaissez, on fait une spéciale artiste, spéciale label, spéciale mouvement, spéciale blablabla. Mais c'est toujours une spéciale, donc c'est un moment spécial. Je suis heureux de vous retrouver ce soir parce qu'on va parler d'un label mythique à New York qui fait partie pour moi d'un espèce de renouveau au niveau du rap new-yorkais. Parce qu'à un moment donné, la West Coast avait vraiment pris le dessus avec Death Row et puis tout le mouvement G-Funk. Et New York était revenu avec Wu-Tang, avec Bad Boy, notamment Biggie et Craig Mack. Et après ça, il y a eu 3 labels qui ont cartonné en même temps. Et l'un de ces 3 labels, c'était Ruff Ryders, Double R. Donc ce soir, nous allons tout au long de l'émission parler de ce label Ruff Ryders. On va commencer par le commencement. Alors là, il va falloir aller vraiment au début du hip-hop. Les origines du hip-hop. C'est dingue parce que c'est pas le label le plus old school non plus, mais pour commencer l'histoire de Ruff Ryders, je dois commencer par les débuts du hip-hop. Ça veut dire le hip-hop, le rap, ça commence à New York. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. En fait, ça vient d'un DJ qui est d'origine jamaïcaine, qui s'appelle DJ Kool Herc, qui avait l'habitude de jouer de la musique chez lui. Et tout le monde en profitait. Après, il y avait des gens qui étaient contents, d'autres qui étaient pas contents, le voisinage. Et un jour, à la jamaïcaine, il décide de sortir un groupe électrogène, des grosses enceintes, et de faire ça dehors. Et on assiste à la première block party dite hip-hop. Ils savent même pas que c'est le hip-hop ou quoi. Hein. Le mec, il est en train de jouer des morceaux de funk. En tant que DJ, il fait des passe-passe. Il met le même disque des deux côtés, sur la platine de droite, sur la platine de gauche. Il passe d'un extrait à l'autre. Et voilà, il est en train de mixer le mec, en fait. Il est en train de faire ce qu'on appelle être un DJ. Et les gens sont en train de danser et ils remettent cette block party toutes les semaines et jusqu'au jour où il y a un mec qui prend le micro pour ambiancer. Ça devient le MC, tout ça. Et ça a donné ce que ça a donné jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ce DJ Kool Herc, il faut savoir que lui, il habite dans le Bronx et il joue de la musique tous les jours. Les Jamaïcains adorent la musique. Et il joue de la musique tous les jours, très fort. Et puis il faut savoir que les voisins du dessous, c'est D, Wa et la sœur. C'est 3 personnes qui vont fonder plus tard Ruff Ryders. Ça veut dire qu'ils ont été totalement influencés. Ils ont grandi avec la musique de Kool Herc qui était juste au-dessus. Et là où beaucoup de voisins allaient se plaindre, ouais, ben c'est la musique, eux, ils disaient rien, ils kiffaient. Ils étaient contents et franchement, quand tu nais là-dedans, il va se passer quelque chose pour toi. Donc, ils étaient vraiment à l'origine de tout ça. Ils écoutaient, ils se prenaient vraiment toute la musique que DJ Kool Herc mettait. Eux, ils étaient beaucoup plus jeunes, bien sûr. Et voilà, donc avec toute cette influence, le Bronx, la Mecque du hip-hop, comme on dit, voilà, à un moment, ils grandissent, ils avancent et ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose dans ce hip-hop. On va en devenir des grands acteurs. Bon, ils dansaient, ils ont dû essayer les platines un peu comme tout le monde, ils ont dû essayer de rapper. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'avouent pas. Mais voilà, mais à un moment donné, ils se sont dit, voilà, nous, on veut manager et produire des artistes. Et ils étaient totalement encouragés par leur mère. Et ça, c'est beau. Et c'est là où tu vois quand même le hip-hop, comment c'est important aux États-Unis, comment c'est normal. C'est-à-dire avec ce DJ Kool Herc qui mettait de la musique, qui tabassait le son, même la maman, elle disait non, c'est bien, on va pas se plaindre. Donc du coup, elle disait à ses enfants, ouais, je vous encourage, vous devriez le faire. Et un jour, donc les frères et la sœur, ils sont là en train de regarder la télé, et il y avait un western. Et c'est là que il y avait une bande de cow-boys qui rasaient tout sur son passage. Et ces cow-boys-là, ils s'appelaient les Ruff Ryders. Et c'est là que l'un des fils dit, oh, ce nom-là, il est magnifique, c'est nous. Il faut qu'on soit comme ça, qu'on soit les Ruff Ryders. Sauf qu'eux, ils sont à cheval. Donc, ils ride des chevaux. Nous, ce serait bien qu'on ride des voitures ou des motos ou des trucs comme ça. Mais on serait les Ruff Ryders et tout. Et là, il regarde ses frères et sœurs. Il regarde sa mère. Et tout le monde dit, ouais, le nom, il est parfait. Et la mère en premier. Et à un moment, quand ils sont en train de regarder ce film, il y a un moment où il y a le chef des Ruff Ryders, donc de ces cowboys, qui dit à un de ses sous-fifres qui veut se sauver, il lui dit, hey, quand t'es dans notre clique,
c'est ride or die. Ça veut dire ou tu agis ou tu meurs. Et là, la mère, elle entend cette phrase et dit, ça, faut le garder, ça. Ça veut dire c'est Rough Rider, ride or die. Moi, rien que savoir que la mère, elle soit aussi Kaira comme ça, moi, c'est juste magnifique. L'histoire, elle est dingue. C'est la mère qui a mis ride or die en plus. Les enfants, ils sont cons, qui disent, oh, c'est super, c'est parti et tout. Faut qu'on trouve des artistes, faut qu'on cherche des artistes. Donc, ils sont là, à droite, à gauche. Ils essayent avec certains artistes, ça prend pas, tout ça, jusqu'à ce qu'ils tombent sur ce mec, un écorché vif, de New York, d'un coin qui s'appelle Yonkers. C'est juste un coin où il y a rien. C'est-à-dire, surtout à l'époque, tout est cassé, les gens vivent, il y a beaucoup de crack, cocaïne, tout ça dans les rues. Les gens, c'est l'enfer à New York, Yonkers. Et ils tombent sur ce mec qu'on appelle le Darkman X, DMX. Et en fait, ce qu'ils entendent, ils sont totalement conquis. Et ils bossent beaucoup avec Irv Gotti. On en a déjà parlé dans l'émission spéciale Murder Inc. ici. Irv Gotti, qui a son label Murder Inc., à un moment, quand il s'occupait de Ja Rule, Def Jam, ils l'ont recruté lui parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un, un visionnaire et tout. Et lui, justement, Irv Gotti, il disait à Def Jam, il faut signer DMX. Il faut signer DMX. Il faut signer DMX. Et les gens n'étaient pas conquis, n'étaient pas sûrs et tout. Ils disaient que son rap était spécial. Et lui, Irv Gotti, il travaillait aussi étroitement avec Rough Riders. Donc lui, il disait, ramenez-moi DMX, je le signe. Parce que lui, il est donc directeur artistique chez Def Jam. Donc finalement, Lyor Cohen, qui est le boss de Irv Gotti chez Def Jam, accepte. Et donc Rough Riders a son premier artiste signé directement chez Def Jam. Et c'est là que tout commence. Faut savoir que à ce moment-là, à New York, c'est Bad Boy qui contrôle le label de Puff Daddy. Vous voyez l'imagerie de Puff Daddy, il est là, il est toujours habillé en shiny suit, comme on dit, ça veut dire des costards très très brillants. Il danse avec Maze, tout ça. Ils ont vraiment le côté bling bling de New York. Et finalement, on commence à oublier que les ghettos de New York sont sales, en fait. C'est-à-dire, quand on dit New York, on pense à Puff Daddy, Bad Boy et toute sa clique. Et finalement, c'est assez joyeux. Et du coup, Irv Gotti dit, c'est le moment de revenir avec du rap sale qui représente New York et tout. Et c'est lui, en fait, qui sera derrière une partie de la direction artistique. En fait, DMX a déjà son personnage, Rough Riders, il bosse dessus beaucoup, mais lui, il insiste sur le côté, on va faire le contraire de ce que Puff Daddy fait pour DMX. Déjà, DMX, c'est un mec qui est très sombre. DMX, c'est une sorte de ghetto prêcheur. Il est là, il fait des prières en début d'album, toutes ses intros d'album, c'est une prière. Il chante un peu tel un pasteur, mais un pasteur torturé. Il est vraiment, voilà, il a un personnage très sombre, très hardcore. Il a une voix un peu dingue. C'est un fan de chiens. Il adore les chiens, les pitbulls. Donc lui-même, il aboie. Il se décrit lui-même comme un chien. Il vit avec plein de chiens. Et ça, c'est vraiment quelqu'un. En vrai, quand on suit, j'ai vu beaucoup de documentaires sur ce mec-là. Pour moi, on dirait un SDF qui a fait du rap, et le rap l'a sauvé. Vraiment. Tu vois, dans ses yeux, qui prend des substances un peu plus qu'interdites. Et voilà. Donc, il a tout le côté hardcore déjà en lui. Mais Irv Gotti, de Murder Inc., Def Jam, lui, il dit, on va accentuer ça pour faire le contre Puff Daddy. Et c'est marrant, parce que Puff Daddy, faut savoir que avant Bad Boy, il bossait sur un label qui s'appelle Uptown, qui est un label qui faisait beaucoup de R&B. Mary J. Blige, Joe Desi, pour pas les nommer. Et justement, quand il était directeur artistique sur Joe Desi, il a dit, voilà, il existe déjà Boyz II Men, groupe de R&B qui cartonne, où ils sont très BCBG. Il dit, on va faire le contraire de Boyz II Men. Joe Desi, ça sera les Kaira du R&B. Et les habiller d'une façon, on aurait dit des rappeurs comment ils étaient habillés. Et c'est marrant, en fait, que finalement, Irv Gotti, il fasse à Puffy ce que Puffy a fait sur Boyz II Men. Donc il a dit, on va faire le contraire de Bad Boy. Et on va revenir New York sale. Et le truc qui est énorme, c'est que le premier single qu'on va écouter tout à l'heure, de DMX, s'appelle Get At Me Dog. Le clip, il est tourné dans une boîte de nuit mythique de New York de l'époque au niveau du hip-hop qui s'appelle le Tunnel. Et en gros, c'était Funkmaster Flex qui était au platine là-bas. C'était le DJ le plus chaud à l'époque de New York. Et voilà, les plus grosses soirées se passaient là-bas. Et tous les artistes
qui passaient en concert de tous les États-Unis, qui passaient en concert à New York. Ils finissaient en after là-bas. On les payait, ils faisaient un showcase là-bas. Donc il y a des vidéos qui traînent sur Internet avec des lives mythiques de Jay-Z à Dr. Dre, Snoop, Outkast, Jermaine Dupri. Tout le monde est passé là-bas. Donc c'est vraiment le club de New York, le plus important. Et lui, Irv Gotti et Rough Riders, ils disent il faut qu'on tourne là-bas. Et Irv Gotti, il dit par contre, les clips de Bad Boy, ils sont toujours en boîte. C'est brillant et tout. Nous, on va faire le clip en noir et blanc. Il y aura pas de meufs. Il y aura que des mecs en train de crier. Ce sera un live de DMX. Ça faut vraiment que ce soit un truc de chien. Et faut que ce soit sale. Et là où Irv Gotti, il a dit vraiment, c'est là on va essayer de faire plaisir à tous ces mecs de New York qui veulent plus entendre des chansons de rap R&B'sées comme Bad Boy le faisait. Le morceau, si vous regardez le clip, la première phrase qu'on entend, il y a un battement de cœur pour mettre la pression et il y a une phrase qui dit bon, maintenant ça suffit, on ramène ça dans la rue. Et là le morceau part. Et ça, c'était une idée d'Irv Gotti qui disait voilà, faut vraiment qu'on montre que c'est fini. On revient au hardcore, on revient à New York sale, on revient à New York dur. Et là le morceau part sur un beat de Dame Grease incroyable. Le morceau, DMX a une énergie de dingue et surtout un charisme fou. Et c'est un peu comme dans le foot, où en France, après Zidane, on cherchait toujours le nouveau Zidane. On disait oui, lui c'est le nouveau Zidane. Bon, en général, les gens se cassaient la gueule dès qu'on disait c'est le nouveau Zidane, ça allait pas. Et là, on cherchait le nouveau Tupac. Donc il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, il a quelque chose de Tupac. Puis il était là, crâne rasé, souvent torse nu, musclé mais sec. Et il avait ce côté écorché vif, comme Tupac. Mais en fait, si lui il a réussi à survivre, c'est parce que c'était pas Tupac, c'était DMX. C'était un personnage à lui-même, à lui tout seul. Le premier album connaît tout de suite le succès. Ça marche. Il y a plein de hits dedans. De toute façon, on va écouter des morceaux juste après. Et la folie, c'est que c'est le premier mec qui fait ça. Aujourd'hui, ce que je vais dire là, c'est normal. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on est en 98. C'est pas normal. Ça veut dire son album cartonne. Dans la même année, il sort le deuxième album. Et ça, c'était fou à l'époque. Et le deuxième album cartonne, rentre numéro 1. Et il a un record, en fait. C'est le premier disque de rap ou même de musique confondue qui, la même année, fait 2 numéros 1. En fait, il a 2 albums qui sortent en un an et les 2 rentrent numéro 1. Et c'était un record à l'époque. Parce qu'à l'époque, tu sortais un album, tu faisais la promo pendant longtemps, tu partais en tournée, et tu revenais au moins 2 ou 3 ans plus tard pour faire le second, tu vois. Lui, même pas un an, boum, deuxième. Et avec des visuels de dingue, avec toujours sa folie, toujours son truc d'écorché vif, toujours son truc de chien, il aboie, tout ça. Et ça avait vraiment pris. Et vraiment là, New York disait, ok, on a notre représentant du hardcore. Il y avait Wu-Tang, hein, attention. Mais là, avec DMX, c'était vraiment, voilà. New York est revenu comme ça et ils étaient très contents et ça a eu un engouement tel que ça allait au-delà de New York, au-delà de la East Coast. Ça a pris tous les États-Unis et il y a eu vraiment un mouvement. Et bien sûr, ils clamaient Rough Rider. Donc les gens voulaient savoir ce qu'il y avait d'autre. Et bien sûr, il n'allait pas tarder à sortir. Mais en tout cas, le label Rough Riders commence par DMX, 2 albums de DMX qui sont 2 succès. Et il commence aussi à sortir une compilation, une série de compilations. Mais ça, on en reparlera en fin d'émission. On va écouter de la musique autour de ce DMX. Personnage très très complexe, personnage malheureusement très très drogué aussi. Mais en tout cas, je pense que tous ces défauts entre guillemets font qu'on l'aime et font qu'il sortait du lot. Et c'est quelqu'un de très parano. C'est un mec qui s'est retrouvé dans beaucoup de bif, beaucoup d'embrouilles au niveau du rap, mais je me rappelle avoir vu une interview justement de Irv Gotti parce qu'à l'époque, faut savoir que en début d'émission, je parle de 3 labels qui cartonnent en même temps. Il y a Murder Inc., Rockefeller et Rough Riders. Et à l'époque, il parlait de faire un groupe qui s'appelait Murder Inc. C'était DMX, Jay-Z et Ja Rule. Il y a des morceaux qui sont sortis sur le premier album de Ja Rule. Il y avait 2 morceaux énormes. Donc tout le monde se disait, ça va être fou et tout. Et bien sûr, ils se sont embrouillés, mais tous, les 3, ils se sont embrouillés avant qu'ils puissent faire un album et tout. Et bon, malheureusement pour nous. Et dans des interviews récentes d'Irv Gotti, on lui disait, mais DMX, j'ai l'impression que
il est pas facile, il s'embrouille beaucoup avec les gens, il s'embrouille avec Ja Rule, il s'embrouille avec Jay-Z. Et ce qui était compliqué, c'est que plus tard, Jay-Z allait devenir boss de Def Jam, donc le patron de DMX. Donc DMX s'embrouillait avec lui, il a préféré se barrer, tout ça. Et il a dit, mais je sais pas. Et Irv Gotti, il a dit, non mais moi je connais bien DMX, je vais vous dire une chose. Il aime aucun rappeur. Pour lui, dès que tu rappes, il t'aime pas parce que lui-même il rappe et il est censé être ton concurrent, donc il t'aime pas. Après, on lui dit, mais attends, il a bien fait plein de featuring dans ses albums. Ouais, mais il aimait pas les mecs. Il dit, DMX, il aime personne. Il aime que ses chiens, il aime ses gens de la rue. Mais quand t'es un rappeur, il t'aime pas, il rêve de te couper la tête, en fait. Donc c'était ça un peu le personnage de DMX. Mais en tout cas, il nous a donné de la grande musique. Bon, DMX, superstar du rap, entrée en matière de ce label Rough Riders, totalement réussi. Def Jam alors met le paquet sur eux, c'est comme vous voulez et tout, et il développe donc toute cette imagerie autour des motos. Dans le clip de Rough Riders Anthem de DMX, on voit vraiment des mecs faire de la bécane pendant tout le clip, des roues et tout ça, et voilà. Là, quand ils disent Riders, eux, c'est clairement la moto maintenant à ce moment-là. C'est ce qu'ils vont mettre en avant, et ils commencent à faire plein de business autour du label. Ils vendent des croquettes de chiens parce que DMX est totalement là-dedans. Il vient avec son imagerie de chien. Ils vendent des roues de moto, des trucs qui sont dans la mécanique des motos et tout. Voilà, toute l'imagerie qu'il y a autour de Rough Rider, ils décident de faire de l'argent dessus. Donc ça c'est les États-Unis, le business, c'est magnifique. Moi, quand j'ai vu les croquettes de chiens, j'étais mort de rire. J'ai dit c'est magnifique. Mais bon, Rough Rider, croquette Rough Rider, super. Ok, pourquoi pas. Il décide de signer une rappeuse qu'on appelle le Pitbull en jupe. Tellement elle est nerveuse au micro. Je parle bien sûr de Eve, prononcée en français, EVE. Cette rappeuse qui vient de Philadelphie, qui est quand même une rappeuse qui est très douée et qui va se retrouver à signer d'abord chez Aftermath de Dr. Dre. Donc on se dit si Dre il signe quelqu'un, c'est que obligatoirement t'as du talent, c'est la réputation du mec. Et par contre, on sait tous que quand tu signes chez Dre, ça veut pas dire que tu sortes chez Dre. Donc il a fait beaucoup bosser, mais ça sort jamais rien. Et à cette époque-là, il me semble qu'elle est juste sur la bande originale du film Bullworth. Mais qui est le morceau est pas spécialement un single et tout. Et donc elle bosse très peu et elle demande à partir. Dre ne la retient pas, il comprend qu'il fera rien avec elle parce qu'il est occupé sur plein d'autres trucs. Et donc elle retourne sur la East Coast, elle vient de Philadelphie, elle. Et du coup elle végète et quand les Rough Riders l'entendent, ils veulent la signer tout de suite, mais il y a d'abord le test. Ce qu'on appelle le test chez Rough Riders, c'est qu'il y a un artiste qui est déjà chez Rough Riders, qui s'appelle Dragon, qui a pas encore sorti d'album et tout, mais qui roule avec DMX, qui roule avec Rough Riders. Et lui, c'est un battle MC. Donc le test, à chaque fois que tu dois rentrer dans Rough Rider, on envoie Dragon sur toi, battle. Et là, il battle une meuf, Eve, et Eve, elle tue le truc. Ce qu'elle fait, alors, il y a certains qui disent elle a gagné, il y a certains qui disent non, elle s'est bien défendue et c'est pour ça qu'on l'a prise. Bon, ça me fait mal pour Dragon parce que j'ai l'impression que Dragon à chaque fois c'est le battle MC, on l'envoie, mais j'ai l'impression qu'il se fait rosser à chaque fois. Je dis ça parce que il me semble que c'était dans une émission de La Sauce quand on faisait les spéciales le vendredi. On avait fait une spéciale Miami, il me semble, et il y avait un passage sur Pitbull. Et Rough Riders, ils ont vraiment un lien avec Miami. Ils tournent beaucoup de clips à Miami. Ils aiment aller à Miami. Et ce jour-là, il y avait un tournage de clip de DMX et Pitbull. Je parle bien de Pitbull, le cubain, qui rappe sur de l'électro, house music, tout ça aujourd'hui. Pitbull, à la base, c'est un rappeur, un vrai. Et il cherchait son chemin, sa chance, son opportunité. Et il a entendu que DMX et les Rough Riders étaient à Miami pour un clip. Donc il est allé sur le tournage du clip.
Et il a dit, ouais, je suis un rappeur, j'ai une démo, vous devriez me signer, tout ça. Ah, eux, ils ont dit le test. Et il y avait Dragon, ils envoyaient Dragon sur lui, sauf que Pitbull, c'est vraiment un battle MC, et si on l'appelle Pitbull, c'est pour ça. Apparemment, quand il était à l'école, il faisait des battles à chaque récréation. Il disait quand il est sur toi, il te lâche pas, comme un Pit, et son nom, il est venu de là et tout. Donc, apparemment, Pitbull aurait éclaté Dragon. Donc, moi, j'ai l'impression que Dragon, à chaque fois, on l'envoie, mais à chaque fois, il perd. Donc, voilà, en tout cas, ce jour-là, Yves a battu Dragon, ou alors a fait match nul, elle s'est bien défendue, je sais pas, mais en tout cas ils ont été impressionnés par elle, ils ont dit ok, c'est toi qu'il nous faut, et puis elle avait un style assez agressif pour une fille, et comme eux, Rough Riders, c'était l'antithèse de Bad Boy, le but c'était pas d'avoir Lil Kim ou Foxy Brown qui viennent comme ça vendre du sexe et être cool, même si le sexe de Lil Kim et Foxy était hardcore, mais c'était quand même des filles assez coquettes et tout ça. Eux ils ont dit ok, tu seras belle, tout ça, y a pas de problème, mais t'es le pitbull en mini-jupe. Donc, envoie comme ça, rap dur, et voilà. Donc, ils ont bossé sur Yves, et comme je l'ai dit, ils ont commencé à sortir une série de compilations qui s'appelle Rough Riders. Et sur le volume 1, il y avait un morceau de Yves qui s'appelle What You Want, si je me trompe pas. Et, ils font le clip, et ça sort en single, et le morceau marche. Ça veut dire que là, t'es dans la meilleure des positions. Ton album, il est pas sorti. Et t'as déjà un single qui marche, qui cartonne. Donc, il y a une attente. La Rough Riders, Def Jam, tout le monde est content. Tout le monde se dit, oh là là, ça va encore marcher. Boum, magnifique. L'album sort. Et c'est un carton. Donc, Rough Riders marche sur l'eau. De toute façon, ce moment-là, Def Jam, ils ont misé sur les bons labels. Rockefeller, Murder Inc., Rough Riders, ces 3 labels marchent. Tout ce qu'ils envoient là, ça part, ça marche et tout. Donc New York se porte très bien et tout. Et Yves cartonne avec un album, avec beaucoup de production de Swiss Beat et tout ça. Et elle devient la meuf du moment. Tout le monde veut la voir et tout. Et ce qui est fou, pas fou tant que ça, c'est les États-Unis, c'est le business, c'est que elle refait un rapprochement avec Dr. Dre. Et au deuxième album, Dr. Dre produit 2 morceaux, si je me trompe pas. Dont le fameux Let Me Blow Your Mind avec Gwen Stefani, qu'on va écouter tout à l'heure, qui fait un tube énorme. Dr. Dre apparaît dans le clip. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, c'est Yves et Gwen Stefani qui vont en bécane. C'est les Rough Riders. En quad, pour être précis. Dans une soirée de bourgeois qui rentrent dedans et qui foutent la merde. 2 meufs qui foutent la merde dedans. Et à la fin, les bourgeois appellent la police. Et elle se retrouve en garde à vue. On demande une caution énorme, c'est les États-Unis, pour les faire sortir. Et Dr. Dre arrive avec un sac et il jette des billets sur tout le monde. Et sur la police et il les fait sortir. Le clip est magnifique. Le morceau fait un hit incroyable. Il y a le fameux Who's That Girl, qui est le premier single du deuxième album, qui est un hit incroyable qu'on joue encore en soirée aujourd'hui. Il y a des danseurs de Harlem Shake dedans. Vraiment, c'est une star. Il me semble que son deuxième album, en même temps c'est normal, elle a un feat avec Gwen Stefani, tout ça, là vraiment la confirme, ça marche encore plus que le premier, et là elle est vraiment au top de son art et tout ça. Et pareil, 3e album, elle a un morceau avec Alicia Keys au moment où Alicia Keys elle est au top de son truc, le morceau s'appelle Gangsta Lovin'. Vraiment, ces 3 albums marchent. Et après elle commence un peu à calmer le jeu, parce on l'appelle au cinéma en fait, et elle tombe dans une série, donc elle part à Los Angeles et elle va commencer à être Hollywood, faire du cinéma, tout ça. Donc tout se passe très bien pour elle, mais du coup en faisant du cinéma, elle retourne pas en studio, elle traîne beaucoup. Donc à un moment, Rough Riders, il commence à lui dire il serait peut-être temps de retourner en studio. Bon, elle est là, elle traîne, mais d'un arrangement commun, elle repasse chez Aftermath, Dr. Dre. Sauf que là, on se dit, bon, Dr. Dre, s'il la signe, c'est que maintenant il a le temps. En plus, Yves, c'est une star. Elle a 3 albums qui ont fonctionné. Elle est dans une série, donc elle est à la télé. Et là, il y a Dr. Dre sur le coup, tout le monde se dit, oui, ça va cartonner. Une fois de plus, il se passe rien. Alors, Dre, t'es mon pote, mais qu'est-ce que t'as fait du mal à énormément d'artistes quand même. Il y a énormément, voilà. Et finalement, elle revient à travailler avec Swiss Beat. Swiss Beat, qui est le producteur attitré de Rough Riders, qui est le neveu des boss de Rough Riders, tout simplement. Et ils sortent un single qui s'appelle Tambourine, qui est cool.
mais qu'il prend pas énormément et qui laisse pas envisager un gros retour de Yves. Et finalement, elle ne ressortira jamais d'album. J'ai pas compris. Parce que finalement, quand on regarde sa discographie, tous les albums ont marché. En général, quand tu sors plus trop d'albums, c'est que ton dernier en date, il a pas marché, t'as essayé de sortir un autre, on t'a pas calculé. Elle, non. C'est vraiment qu'à un moment, elle a laissé trop de temps. Après, elle s'est retrouvée dans des histoires de couple. Il y a beaucoup de choses après le cinéma qui l'ont bloqué et tout. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de nouvel album de Yves et c'est triste et j'ai l'impression que la musique n'est plus sa priorité. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement d'autres gens qui sont passés, tellement d'autres filles, d'entre Nicki Minaj qui a pris tout le marché, à elle toute seule pendant des années, des tentatives de Iggy Azalea, des Cardi B aujourd'hui, tout ça. Je pense que même si elle revenait aujourd'hui, ce serait plus trop l'attente des gens. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a gâché. Alors après, elle a sa vie, c'est elle, mais elle a gâché un peu sa carrière au moment où elle aurait pu continuer à être là. Parce qu'elle allait pas en studio, après pour X raisons, hein, c'est elle qui sait. Mais bon, c'est triste parce que c'est vraiment une très très bonne rappeuse. Maintenant, nous allons passer un court instant. Je dis bien court instant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur le monsieur. Je vous en ai parlé juste avant. On va parler de Dragon, qui était donc un peu le test, se faire valoir, ce sparring partner, celui qu'on envoyait comme ça. Ouais, ah tu veux rentrer dans le Rough Rider, Battle Dragon, tout ça. C'était le lieutenant de DMX. Quand DMX, c'est un mec, attention, il monte sur scène, il n'y a pas de bac. Hein. Il est là tout seul. Il fait le show tout seul. Mais de temps en temps, il voyait Dragon, il disait, ah, vas-y, monte. et le problème, c'est ça. C'est que Dragon, c'est un très bon rappeur, attention. C'est un mec techniquement très fort, mais j'ai l'impression qu'il était sous-estimé parce que déjà, au niveau du charisme, c'était un mec qui avait l'air toujours d'être le petit de quelqu'un. T'as pas envie de le suivre, t'as pas envie de l'acheter, t'as pas envie de suivre sa carrière. Et c'était un peu le problème, c'est un lieutenant en fait. Et du coup, il sort un album, j'adore le titre, Opposite of H2O. C'est-à-dire l'opposé de l'eau, H2O c'est l'eau. Et comme c'était un dragon, il crache du feu. Et le feu, c'est l'opposé de l'eau. Donc j'adore ce genre de titre. Et l'album ne connaît pas le succès. Premier album de Rough Rider qui marche pas. En même temps, l'album est pas magnifique. Mais, on va dire pour sa loyauté, il devait lui sortir son album. Et il sortira même un deuxième album qui ne marchera pas non plus, qui n'était pas terrible. Alors, il y a des morceaux qui sortent du lot quand même, qui sont cool, hein. Mais c'est pas des albums assez solides. Et c'est tout le problème de ce monsieur, c'est que on le voit pas en fait. À chaque fois, on le voit pas. Alors que même là récemment, je crois il y a 1 an, il a envoyé un freestyle, une vidéo en freestyle où il était dans sa voiture. Le freestyle est incroyable. Vraiment, c'est un très bon rappeur. Mais il fait pas des bons albums. Et surtout, en termes de charisme, vraiment, j'ai l'impression d'un mec qui se cache alors qu'il se cache pas. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait qu'il marche avec ses bras devant son visage. Il aurait dû s'affirmer un peu plus. Après, ça se trouve, c'est juste sa personnalité. Mais tant pis. En tout cas, il a sorti 2 albums qui n'ont pas connu le succès. Mais moi, ce que je retiens quand même de sa carrière, c'est le remix de Rough Riders Anthem qui apparaît sur l'album de DJ Clue. Pour ces albums de DJ, ils ont fait un remix avec tous les Rough Riders de Rough Riders Anthem, le morceau de DMX. Et c'est lui qui ouvre le bal et il a un super couplet. On n'écoutera pas ce morceau. On va écouter 2 morceaux de Dragon. Le premier, il est tiré de la compilation Ride or Die Volume 1 Rough Riders. Le morceau s'appelle Down Bottom, c'est avec Juvenile et ça c'était un gros hit aux États-Unis et notamment dans le sud parce que justement il y a Juvenile de Sud, Juvenile de Cash Money et à ce moment-là Juvenile c'est une star. C'est la star de Cash Money. Lil Wayne, c'est un petit à ce moment-là. Et justement, ils invitent Juvenile. Et ce qui est fort, c'est que Rough Riders, à ce moment-là, ils font une tournée commune avec Cash Money, une tournée à succès de dingue. Où il y a vraiment tous les artistes de Rough Riders, tous les artistes de Cash Money, ils font le tour des États-Unis comme ça. Et c'est cool parce que eux aussi, c'est un label qui avait capté la puissance du Sud, qui avait compris que le Sud, c'était un gros marché et qu'il fallait s'associer avec eux. Et cette tournée a vraiment aidé. Et le fait qu'il fasse ce morceau Dragon avec Juvenile, ça faisait partie du plan. Maintenant, comme je disais,
Il y a le premier disque de Rough Riders qui marche pas, c'est Dragon. Mais là, Rough Riders font un gros mouvement. Font vraiment une bonne affaire. Ils signent le groupe de Yonkers, donc le même quartier que DMX. Ce groupe s'appelle The Lox. Faut savoir que The Lox, ils sortent leur premier album chez Bad Boy, Puff Daddy. Avant que Biggie meure, Biggie les prend sous son aile, il leur explique le game, ils deviennent un peu les protégés de Biggie. D'ailleurs, The Lox, le groupe révélera qu'à l'époque des guerres East Coast, West Coast, Bad Boy, Death Row, Biggie leur dit rentrez jamais là-dedans. Dites pas un mot sur les rappeurs de la West Coast, calculez pas, rentrez pas, c'est pas votre guerre et tout. Donc il les protège aussi. Et en fait, le premier album de The Lox sort, Biggie est mort et tout. Et il sort chez Bad Boy, mais c'est un album à la Bad Boy. Jiggy, comme on dit. D'ailleurs, le premier single s'appellera comme ça. If You Think I'm Jiggy. Et Jiggy, ça veut dire c'est frais, habillé, c'est ce genre de Puff Daddy, quoi. Et sauf que The Lox, c'est un groupe de la rue. Ils sont Yonkers comme DMX, c'est un groupe hardcore. Et on ressent pas tout à fait ça sur l'album parce que Puff Daddy, il a voulu les mettre sur des trucs assez dansants. Parce que c'est ce qui marche chez Bad Boy à ce moment-là, c'est les trucs club. Donc il s'est dit non, même si vous êtes rue, vous allez être rue sur des beats très dansants. Vous allez vous habiller comme la Bad Boy Family avec ses shiny suits, trucs brillants, des combinaisons bizarres, tout ça. Et qui allait très bien Puff Daddy et Maze, hein. Mais moi, du coup, je découvre The Lox comme ça, moi. Je pense donc ils sont comme ça. Et moi, je suis assez déçu de l'album de The Lox qui sort chez Bad Boy. Il y a des bons morceaux dedans, hein. Mais l'album, il est pas solide, il me fait pas kiffer. Alors que, en général, je suis vraiment satisfait par les disques que Bad Boy sortent. Et en fait, plus le temps passe et plus The Lox s'embrouille avec Puff Daddy. J'ai envie de dire comme tous les artistes qui signent. Donc, ils s'embrouillent avec lui. Ça devient compliqué. Ils veulent pas enregistrer de deuxième album là-bas. Lui, il veut pas les lâcher. Et finalement, c'est Rough Riders qui disent non. Nous, on a vraiment envie de travailler avec vous, The Lox. On va aller parler à Puff Daddy, on va trouver un arrangement. Puff Daddy est très dur en business, hein. Il se sépare pas de ses artistes comme ça, hein. Donc, il a trouvé un deal avec Rough Riders où, ok, il sort chez Rough Riders, mais je dois gagner de l'argent dessus. Donc, il était intéressé financièrement sur le deal de The Lox chez Rough Riders. Donc, il trouve quand même cet arrangement. Et là, quand ils partent chez Rough Riders, ils redeviennent rue. Et ce qui était marrant, c'est que quand ils faisaient des concerts à cette période-là, ils arrivaient avec des shiny suits, donc ces tenues là, ces combinaisons brillantes que Bad Boy aimait tant. Ils commençaient avec un morceau de l'époque de Bad Boy, donc If You Think I'm Jiggy, ou alors carrément It's All About the Benjamins, qui est sur l'album de Puff Daddy, le premier, où ils sont fit dessus. Et ils arrivent avec ça, ils terminent pas le morceau et ils disent hey, c'est de la merde tout ça, ils enlèvent les shiny suits, ils disent on retourne dans la rue, et ils enlèvent ça, ils les jettent, et là tout le monde crie, et là ils font que des morceaux hardcore, que des morceaux durs, tirés de l'album qui sort chez Rough Riders. Et en fait l'album chez Rough Riders c'est vraiment ça, c'est dire nous à la base on n'est pas ce que vous avez entendu sur le premier album, nous c'est la rue, nous c'est Yonkers. Et effectivement quand on écoute les couplets de Styles P, Chic Luch et Jadakiss, on n'entend que la rue. Et là, ils sont soutenus par des instrus qui sont vraiment beaucoup plus crades, notamment Swizz Beatz qui fait des choses. Et quand même, il y a pour le single, il y a Timbo qui réalise un single qu'on va écouter tout à l'heure, Ride or Die Beach. Et toujours ce Ride or Die trouvé par la maman des producteurs. Mais en tout cas, voilà, The Lox, ils reviennent rue, ils reviennent ghetto, et ils ont pas peur d'affirmer au micro qu'ils détestent tout ce qu'ils ont fait chez Bad Boy, en fait, cette période où ils étaient jiggy, ils étaient brillants, ils étaient bling bling, et que eux c'est vraiment la rue. Et de toute façon, dans Rough Riders Anthem, le morceau de DMX tiré du premier album, dans le clip on les voyait, ils étaient là. Moi déjà je me posais des questions, je me dis pourquoi ils sont là, c'est après que j'ai compris que en fait chez Bad Boy ils étaient juste pas à leur place. Donc l'album marche. Un succès de plus chez Rough Riders. Malheureusement, il n'y aura pas de deuxième album de The Lox chez Rough Riders. Par contre, il y aura des solos et on en parlera après. Maintenant, on continue sur la lancée de Lox. Et souvent,
Je vais pas citer d'exemples en France, tout ça, je veux pas de problème. Mais souvent, dans les groupes, il y a toujours un préféré. Les gens disent, oh, lui c'est le meilleur, lui c'est le meilleur. Et je trouve que dans ce groupe-là, c'était Jadakiss, le préféré des gens. Donc Rough Riders, ils ont dit, ok, on écoute la rue, on écoute le public. Vous voulez Jadakiss, on va vous donner Jadakiss. Donc c'est parti pour solo de Jadakiss. Et là, c'est pas qu'on découvre, on l'entend déjà en groupe, mais là comme il est tout seul, ça ressort plus. On entend vraiment son côté lyriciste. C'est là qu'on se dit, merde, ce mec a des punchlines, ce mec a des tournures de phrases, ce mec a des doubles sens, ce mec, il est vraiment très très chaud. Et il a sa voix si particulière, on dirait qu'il en a pas. Il a ce genre de voix cassée, il a son gimmick, son rire là, qui est incroyable. Et puis il a cette tête de gamin, il a une tête de bébé. T'as envie de le prendre, lui tirer les joues, tout ça. Et vraiment, il a tout ça en même temps, donc tu le remarques, tu le vois. Et en même temps, c'est la rue. Pour moi, ce mec, c'est un scientifique de la rime, vraiment. Il est très très chaud, très très fort. Et le premier album sort c'est un album plus que solide. C'est un album qui connaît le succès et il a énormément de bangers en fait. On parle pas de tubes, de hits, on parle vraiment de bangers. Ce genre de morceaux de soirée hip-hop, ce genre de morceaux pour la rue, ce genre de morceaux que t'écoutes en voiture. Et vraiment, à ce niveau-là, l'album, il est réussi. Alors, au niveau des productions, ça part aussi bien de Swiss Beat, producteur maison, à Alchemist, qui bosse avec Mobb Deep, à Neptune, qui lui font le premier single, Knock Yourself Out, qu'on n'écoutera pas. J'ai essayé quand même aujourd'hui de faire une émission un peu moins évidente sur DMX, j'avais pas trop le choix, mais sur The Lox, tout ça, je me suis dit on va quand même s'accorder des morceaux qui n'étaient pas spécialement des singles ou quoi. Mais Knock Yourself Out, c'est histoire d'avoir ce genre de morceaux pour la radio, ce genre de morceaux pour les clubs, ce genre de morceaux pour les filles et pour danser en fait, même si l'album ne part pas sur ça. Mais du coup, Pharrell, il a compris le cahier des charges avec Neptune quand ils le font ce beat. Le beat de Knock Yourself Out, tu peux danser dessus, mais il est dur quand même le truc. C'est-à-dire c'est du hardcore club. Et ils ont réussi à faire un truc en disant ok, on a compris, tu veux pas retomber dans les travers de Bad Boy, Puff Daddy, donc on est Neptune, on va te faire un truc sur mesure. Ça fait que le son de Knock Yourself Out, il est lourd, vraiment. Et il y a un clip, vous pouvez le regarder, magnifique. Mais voilà. En tout cas, cet album cartonne. Ça lui donne le droit à faire un deuxième album solo. De toute façon, Jadakiss est attendu. Et limite plus attendu que le retour de The Lox. C'est ça qui est fou. C'est vraiment la star du groupe. Il sort un deuxième album qui marche encore plus. Qui est costaud. Je pense à le morceau avec Anthony Hamilton qu'on n'écoutera pas. Qui s'appelle Why. Qui a un carton avec une écriture dingue. Ce qu'il écrit dessus, c'est pareil. Si vous n'êtes pas anglophone, traduisez ce texte, le morceau s'appelle Why, c'est incroyable. Et il a l'artillerie lourde aussi, hein. Il a des featuring, il y a Mariah Carey, par contre on va écouter le morceau tout à l'heure, juste après. Il y a Mariah Carey qui est là, il y a Ned Dogg qui est là, il y a des productions de Scott Storch, il y a vraiment là ils mettent le paquet. Il y a Eminem qui est là, et surtout Eminem à ce moment-là, il est pas sur beaucoup d'albums, hein. Déjà faut le payer, c'est pas évident. Et surtout lui, c'est un mec, Eminem, c'est un kicker, tout le monde le sait, donc il aime quand tu kicks. Si tu l'invites, c'est que tu kicks. Sinon il vient pas. Et quand Jadakiss il appelle, il vient en courant. Tu vois, donc non, c'est cool. Il y a DJ Quick, il y a vraiment du beau monde, il y a Snoop, il y a vraiment, voilà, on sait, avec le premier album, Jadakiss, tout le monde a dit ok, c'est le mec, il y a pas de problème. Donc quand il fait le deuxième, ça prend tout de suite. Le troisième album, ça sera un deal entre Rough Riders et Rockefeller. Donc ils ont bossé ensemble sur cet album que je trouve costaud aussi, mais qui arrive assez tard et la hype autour d'eux, elle est un peu retombée. Mais c'est un très bon album aussi. Donc il déçoit jamais en fait Jadakiss. Le seul truc c'est que Jadakiss c'est pas le mec à te faire le tube planétaire, tout ça, ça reste un kicker, ça reste un mec de rue, il va te faire des bangers mais il a jamais eu le tube interplanétaire, voilà. Mais je pense qu'il l'a jamais cherché non plus. Lui, ses albums, il faisait disque d'or ou platine, c'était parfait, il allait au charbon, il faisait ses concerts et tout ça. Mais en tout cas, moi personnellement, il m'a jamais déçu.
Aujourd'hui, il continue. Ils ont sorti un album avec Deluxe. Il a fait là récemment alors je sais pas comment on appelle ça, album mixtape, mais il a fait un projet avec Fabulous qui est sorti il y a pas longtemps, qui est assez solide aussi. Et de toute façon, c'est un très bon rappeur et surtout qui est aimé, respecté de ses pairs et qui est aimé aussi du public. Donc il s'en est, pour moi, il a une carrière plus que respectable et surtout avec des albums solides, des très bons morceaux. Je vous dis, on est dans la série The Lox. Donc, Rough Riders écoute le public. Le public dit, non mais Styles P est chaud aussi. Styles P est chaud. Bon, ça me fait mal au cœur pour mon gars Chic Luch. Moi, j'aime beaucoup Chic Luch. Je trouve qu'il a une énergie là où les deux autres sont posés. Après, les deux autres sont lyricalement plus forts que Chic Luch. Mais je trouve que Chic Luch, il a une énergie. Finalement, Chic Luch, ils le mettent de côté, ils le produisent pas. Chic Luch sortira son album ailleurs, chez Coach Record. Mais en tout cas, Rough Rider décide de sortir un album de Styles P. Styles P, c'est le côté sombre. C'est vraiment le côté sombre de Deluxe. Et il est aussi lyriciste, comme Jadakiss, mais lui, il est beaucoup plus rue. Et voilà, d'ailleurs, il s'est retrouvé... ce qui a un peu freiné sa carrière, même solo, c'est qu'à un moment, il a fait un long séjour en prison. Si je me trompe pas, il a planté quelqu'un dans les fesses. Il a mis des coups de couteau, mec. Bref, en tout cas, voilà, Styles P, c'est vraiment, c'est le mec le plus rue, le plus sale du groupe. Et, mais toujours avec le texte. Et il sort un album qui est plus que costaud. Alors, si vous aimez les ambiances de New York froides, comme a pu le faire le Queensbridge par exemple, ils ont vraiment popularisé ce rap froid, mélancolique, avec des violons, des pianos de New York. Si vous aimez ce genre de rap, Styles P, c'est pour vous. C'est un spécialiste de ça. Il le fait bien, en plus il a cette voix, c'est grave, il a ce flow, tout, il est vraiment magnifique là-dedans. Et cet album est une réussite. Artistiquement, au niveau des chiffres, c'est pas Jadakiss. Il est quand même en dessous. Mais en tout cas, ça assoit la légende de Deluxe. Et là, les gens commencent à se dire, bon, il vient quand le prochain album de Deluxe? Bon, apparemment, il y a encore des soucis. Il y a Puff Daddy qui est là en train de mettre son grain de sel. N'oubliez pas qu'ils sont toujours chez moi. Je vous les ai juste laissés comme ça et tout. Et ça empêche les mecs de sortir de la musique. Donc, en tout cas en tant que groupe, donc ils continuent sur les solos. Et c'est pour ça que Jadakiss sort autant de solos. C'est que ça a toujours été un problème de sortir un album de Deluxe, parce que Puff Daddy était toujours là en train de fourrer son nez dans le truc, parce qu'il voulait son argent et c'est lui le premier à les avoir signés. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, Deluxe, c'était toujours pas d'actualité à ce moment-là. Mais pour en revenir à Styles P, l'album est vraiment costaud, il y a du beau monde dessus aussi, il y a un morceau avec Angie Stone qui était vraiment cool, qu'on n'écoutera pas. Maintenant, on va parler d'un artiste qui n'a pas connu le succès. Ouais, hein, il y a eu quand même quelques loupés. Mais c'est un artiste, moi, qui a attiré mon attention. Déjà, il a attiré mon attention parce qu'il vient des battles. Ça veut dire, lui, il faisait carrément ses concours. Il y allait. Et c'était un champion. Et justement, il a gagné un concours où justement, et ça arrive souvent aux États-Unis, des battles, des gros concours, et le gagnant gagne de l'argent et un deal dans un label. Et là, ce concours-là, c'était Rough Riders. Ce rappeur s'appelle Jin, J-I-N. Et la particularité, c'est qu'il est chinois. Et c'était rare dans le rap américain. Il me semble que de connaissance, c'est le premier à avoir sorti un disque à grande écoute sur un gros label. Donc du coup... chinois et tout, dans la communauté hip-hop qui est remplie de noirs, de latinos, de blancs. On n'avait pas encore eu de chinois, donc tout le monde se dit ok. Mais là, les mecs t'expliquent, allez voir ces vidéos en battle, ils rigolent pas. Donc effectivement, un assassin. Et le truc, c'est que comme il faisait des battles, on l'attaquait toujours sur les clichés asiatiques, les nems, le kung-fu, le truc. Donc lui, il était prêt, en fait. Il savait ce qu'on allait lui dire. Donc il découpait les mecs à chaque fois. Il tuait les mecs. Et le mec, il s'était vénère. Il disait, putain, il m'a eu et tout. Ouais, mais parce que les gars, vous êtes prévisibles. Vous êtes là, vous allez parler de kung-fu, de nems, de tout ça, nana. Il sait. C'est-à-dire, il est même pas encore en face de toi, il sait ce que tu vas lui dire. Donc il avait les réponses à tout, il terminait les gens et vraiment, et c'est là Rough Riders se dit il est chaud.
Et pour ceux qui suivent un peu les Fast and Furious, il est sur le 2, Too Fast to Furious. Too Fast to Furious, il est sur le 2 qui est tourné à Miami. Si je me trompe pas, il est de Miami. Et en gros, il fait une apparition dedans. Vous verrez, vous le reconnaîtrez. Et lui, bien sûr, il se dit on va jouer sur les clichés. Son premier single qu'on va écouter juste après s'appelle Learn Chinese, comprendre le chinois. Et le morceau est produit par Wyclef Jean qui adore ce genre d'expérience. Wyclef Jean, faut savoir que c'est un noir américain, mais d'origine haïtienne. Et les Haïtiens, contrairement aux Américains, c'est des gens qui sont ouverts à beaucoup de cultures et qui écoutent un peu tout et tout. Et lui, bien sûr, quand il entend ça, c'est un défi pour lui. Il se dit ah ouais non mais je veux produire un morceau pour lui et tout. Et faut savoir que voilà, lui il a fait des trucs pour Shakira. Et il a fait le morceau de Hips Don't Lie. C'est Wyclef Jean qui le produit, donc il va vers la musique latine facilement. C'est lui qui fait Maria Maria avec Carlos Santana. C'est lui qui place ses chanteurs dessus, de Product GNB. Donc voilà, c'est un mec qui est très ouvert. Il fait du compas, il fait du rock et tout ça. Il se prend pour Jimi Hendrix. Avec Fugees, il a fait du reggae, tout ça. Il a repris dans son dernier album solo, Wyclef Jean, il a repris Jacques Brel, Ne me quitte pas, sur un beat hip-hop. Il chante Jacques Brel dessus. Donc c'est un mec qui est de toute façon, on fera une spéciale Wyclef Jean ou Fugees. On parlera vraiment du personnage. Ça, c'est obligatoire. C'est quelqu'un d'énorme. Et tout naturellement, avec tout ce que je viens de vous dire, il voit un Chinois dans le rap, il dit non, donnez-moi un morceau. Donnez-moi un morceau, faut que je le fasse. Et ça sera le premier single. Et c'est normal parce qu'il faut introduire le truc, sa différence dans ce milieu, faut la mettre en avant, il faut essayer de capitaliser. Et j'adore ce morceau. Faut regarder le clip, naturellement, il y a du kung-fu, on joue sur les clichés, et il y a Wyclef Jean qui est totalement stupide dedans, qui réalise le rêve de sa vie, qui fait des trucs de kung-fu, on le voit en train de danser derrière, mais il fait des trucs de kung-fu, tu sens que, enfin, je peux le faire, tout ça, machin, je suis validé, je suis avec un vrai chinois, donc je vais pouvoir le faire. C'est du grand n'importe quoi. Mais, pour moi, gros morceau, mais album faiblard, et malheureusement, je suis désolé parce que il y a des Français qui risquent de prendre le truc pour eux. Vous savez que je vous adore, vous savez que je fais Rap Contenders, tout ça en tant que juge, tout ça, mais j'ai envie de dire, malheureusement, comme souvent, les Battle MC, c'est pas les mecs qui font les meilleurs albums. C'est des mecs qui ont des tas de punchlines, parce qu'ils font ça toute l'année, mais ils ont du mal à construire des bons albums, et du coup, ça marche rarement. Et le seul que j'ai en tête, je parle vraiment de mecs qui fait les concours et tout ça, c'était Cassidy, sans faire de grands albums. Lui aussi, attention, les albums de Cassidy, ils sont pas terribles. Mais ils ont marché, parce qu'il avait toujours des gros tubes, et que il y avait Swiss Beat derrière, et lui faisait comprendre que, c'est bien, t'es un battle MC, mais là, on va mettre ça de côté, là, faut faire chansons pour les filles, chansons pour les clubs, et il se mettait vraiment en mode club, en mode fille, et les chansons, elles étaient réussies, et c'est pour ça que ça marchait. Et il mettait son côté battle MC de côté, au moins pour les singles. Et c'est ce qui fait que les albums marchaient, mais je trouve que les albums de Cassidy, ils sont pas super solides. Et pour moi, le mec, vraiment les mecs qui arrivent à faire exception, bon, il y a Eminem, bien sûr, qui a fait de très grands albums, mais là, récemment, Meek Mill. Pour moi, voilà, c'est un battle MC, il fait vraiment des bons albums. Bon, sinon, en général, moi, je me rappelle, voilà, comme j'ai dit, il y avait des concours, il y a eu un concours avec BET, un battle, et le gagnant, il signait chez Rockefeller. Et il y a un mec qui s'appelle Rockenize, un rappeur blanc, qui a gagné. Il était très fort. Je suivais moi les vidéos de ces battles-là. Il était vraiment très très fort. Je me rappelle d'ailleurs, dans ce truc-là, il y avait un rappeur aveugle qui était là, tac tac, les battles. Et il arrive en demi-finale. Hein. Il découpait tout le monde. Hein. Parce que pareil, hein, il savait ce qu'on allait lui dire. Et il y avait des cons qui étaient là, tu me vois pas, des trucs, ils faisaient des trucs de cons comme ça. Et lui, il était tout droit comme ça. Et il découpait les mecs. Le mec est arrivé jusqu'en demi-finale et tout. Et Rockenize, il a battu ce mec-là. Tout. Rockenize, il est arrivé jusqu'à la fin, il a gagné. Et il a donc signé chez Rockefeller. Ils ont jamais sorti l'album du mec. Ils arrivaient pas. C'est compliqué quand t'es un battle MC. Et pareil, il y a eu la même chose. Il y a un mec qui s'appelle Serious Jones. C'est un mec de New York qui est très fort en battle. Il faisait des concours. Lui, il a signé chez Disturbing the Peace, le label de Ludacris. Pareil, ils ont jamais sorti d'album du mec. Ils arrivaient pas. C'est très dur quand t'es un battle MC. Et malheureusement, Jin, il a pas réussi à sortir de ça. L'album n'était pas réussi. Maintenant, pour terminer l'émission, on va parler d'un truc qui a été très important
dans le succès de Rough Rider, c'est les compilations. Ils ont fait énormément, ils en ont fait 3 ou 4. Des compilations où ils invitaient énormément de rappeurs, où il y avait tous les artistes de Rough Rider, featuring des rappeurs qu'ils aimaient bien et tout. Et ça a donné lieu à beaucoup de morceaux classiques. Et là, quand je dis ça, je pense au volume 1, où il y avait un solo de Jay-Z, un solo. Swizz Beatz qui fait la musique et Jay-Z qui fait un solo, 3 couplets, refrains. Le morceau, j'en ai parlé tout à l'heure, s'appelle Giga That Nigga. Le morceau, c'est un classique. C'est-à-dire, il l'a joué pendant longtemps sur scène. Et il n'y a pas de clip. Parce qu'il faut savoir que Jay-Z, c'est un mec qui refuse souvent les clips. Il fait un feat avec toi, mais il dit, par contre, je ferai pas le clip. Donc, voilà. Donc, il n'y a jamais eu de clip de ce morceau, alors que ce morceau était joué en radio. C'était la folie. C'est vraiment un classique de sa carrière. Et il était sur cette compilation, Rough Rider, lui-même après Jay-Z le mettra en bonus track sur un de ses albums. Mais à la base, il sort de cette compilation Rough Rider et qui a donné lieu à énormément de classiques. On a écouté le morceau de Dragon avec Juvenile juste avant. On a ouvert l'émission avec un morceau tiré de du volume 1 de la compilation. Vraiment des gros morceaux. Et le volume 2, quand il sort, il y a un morceau qu'on va écouter juste après qui s'appelle WW3. Morceau incroyable où il y a Young One, qui est un mec d'Atlanta, produit par Swizz Beatz à ce moment-là. Swizz Beatz produit Cassidy et le prochain qui doit sortir c'est Young One, c'est un jeune. Et il sortira jamais finalement. Mais en tout cas, il le place sur ce morceau qui est le premier single de la compilation du volume 2. Sur ce morceau, il y a Young One, il y a Snoop Dogg, il y a Scarface et je sais pas si il doit peut-être manquer quelqu'un, que je dise pas de bêtises. J'ai ça devant moi, Jadakiss. Voilà. Donc Young One, c'est un nouveau, il est entouré de Snoop, Jadakiss et Scarface. Super. Swizz Beatz qui fait l'instrument. Alors, quel instru, juste incroyable. Je pense avoir rappé dessus aussi. Et il y a un clip et ce que j'aime, c'est que le morceau commence par qui es-tu? Et là, le mec, il dit Snoop Dogg. Il dit, qu'est-ce que tu représentes? Long Beach, West Coast. Vas-y, donne ce que t'as donné. Et à chaque fois, les mecs qui sont là, ils doivent se présenter, dire d'où ils viennent et ils envoient un couplet de feu à chaque fois. Et ce morceau-là est dingue, je le répète, il y a un clip, allez voir. Et à chaque fois, ils te sortent des trucs, des morceaux qui prennent comme ça. À chaque fois, il y a des morceaux de Yves, la rappeuse, qui sont singles, qui prennent, qui fonctionnent. Il y a toujours des classiques. Il y a un groupe qui s'appelle Parler, un groupe de R&B, signé chez Rough Riders, qui sortira jamais d'album, mais qui ont un morceau sur une des 2 compiles qui s'appelle I'm a Rough Rider, qui est incroyable. C'est du R&B K1. Ils sont là, ça parle de bécane, ça parle de buzz, ça parle de beach, tout ça, mais en chantant, tout ça. Vraiment, ces compilations, il y a toujours des pépites dedans. Et ça a vraiment fait leur succès. C'est des compilations déjà qui ont marché et ça a vraiment fait leur succès. Du coup, tu les attendais et tout. Bon, jusqu'à la dernière qui était un peu moins bien. Et bon, ça arrive, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en tout cas, moi, je retiens que ça a vraiment aidé à la légende Rough Riders, le marketing autour du nom. En tout cas, voilà. Avant d'écouter 2 morceaux tirés de ces compilations, j'aimerais quand même faire un bilan parce que voilà, aujourd'hui, Rough Riders, ça n'existe plus en tant que label. Mais ils ont eu de très belles années avec beaucoup de succès. On se rend pas compte. J'ai parlé de DMX comme ça, mais c'est des millions et des millions et des millions d'albums vendus. C'est énormément d'argent. Yves, c'était pareil. Jadakiss, The Lox, tout ça. Vraiment il y a eu vraiment des succès. Ils ont changé le jeu et finalement, qu'est-ce qu'ils ont laissé aujourd'hui? Pour moi, c'est un nom. C'est Swizz Beatz. Il continue d'être là. Il produit pour énormément de gens, énormément de stars. Lui-même, c'est une star aujourd'hui. Et c'est le neveu des producteurs de Rough Riders. Et surtout, c'est quand ils ont sorti le premier album de DMX, ils se sont dit, OK, à partir de maintenant, sur le premier album de DMX, il y a Swizz Beatz, mais il n'y a pas que lui. Et ils se sont dit, à partir de maintenant, on va miser sur le son de Swizz Beatz parce qu'il est particulier. C'est New York, mais en même temps c'est le Sud. C'est un mélange de tout. Il faut savoir que Swizz Beatz a grandi à Atlanta. Je crois qu'il est né à New York, mais il a vite bougé à Atlanta. Donc il a été influencé par les deux. Donc il a fait rebondir, bouncer sa musique et à la façon des sudistes et tout. Et du coup, il a créé un son qui n'existait pas. Et c'est là où ils se sont dit non, faut miser sur lui et tout. Et comme
je le disais hors antenne à mon ami Hugo, moi la première fois que j'entends le premier album de DMX, c'est pas un album évident. Moi j'ai aimé, mais c'était spécial, c'était bizarre. Les sons, ils n'existaient pas, ça ressemblait à rien et tout. Donc c'était un risque de se dire, ok, à partir de maintenant, le son de Rough Rider, ça va être Swizz Beatz. Mais c'est ce qui a fait la différence. Et aujourd'hui, le mec est une star. Ce mec produit pour énormément de gens. Il est toujours là. Donc moi, voilà. Il y a tout le patrimoine de Rough Riders. On en a parlé tout au long de l'émission. Les albums sont là. Mais pour moi, Swizz Beatz continue à représenter Rough Rider à travers ses productions et même ses albums, hein, tout simplement. Donc voilà. Label très important pour New York. Très important pour le renouveau. Comme je le disais, arrangé à côté de Rockefeller et Murder Inc. C'est des gens qui ont remis New York sur la carte au même titre que Wu-Tang. Ce serait bien qu'on fasse une spéciale Wu-Tang à un moment donné. Hein, ils sont incontournables.